Bonjour, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle séance de travail, de débat et de questions. Je suis François Roche et j'appartiens à l'équipe qui a travaillé avec Brest M sur le contenu éditorial de ces rencontres. Donc nous sommes réunis là pour une session intitulée les enjeux du recyclage des déchets. Donc je veux dire que ce mot de recyclage, depuis ce matin, on l'a entendu très souvent, même dans des tables rondes où le sujet n'était pas censé être abordé, mais on voit bien que c'est une problématique qui surgit un peu de tous les côtés, de la part des scientifiques, de la part des entreprises. Et donc il était important que nous essayions un peu de creuser ce sujet complexe. Je ne vais pas vous rappeler les chiffres et les problématiques que vous connaissez tous, si ce n'est juste que pour retenir un chiffre que j'espère est le bon, parce que alors en matière de chiffres, en fonction des sources, on arrive à des évaluations qui sont parfois sensiblement différentes. Je retiens que le taux global de recyclage des plastiques en France est de 26,5%. Voilà, je crois que j'ai trouvé ça dans les documents de Citeo, pour ne pas le citer, et que, évidemment, cette moyenne cache des réalités qui sont extrêmement différentes, puisque, par exemple, en ce qui concerne les bouteilles et flacons, ce taux de recyclage est proche de 60%. En revanche, pour les autres emballages plastiques, vous voyez bien qu'il est très faible, puisque on évoque une proportion de 4%, donc voilà, on est dans une situation, disons, où des progrès considérables sont à faire. Face à cette situation, il y a, j'allais dire, la pression vertueuse ou non de la réglementation, et en la matière, les contraintes réglementaires en France sont fortes, et elles vont devenir de plus en plus fortes dans les années qui viennent. Voilà, il y a à partir de l'année prochaine ce qu'on appelle le tri en 4 flux, où on sera obligé, les collectivités seront obligées de trier les plastiques en fonction de la nature des polymères. Je grossis le trait, mais c'est à peu près ça. Et puis une autre date qu'il faut avoir en tête, c'est 2025, où normalement 100% des emballages plastiques à usage unique mis sur le marché devront avoir une filière de recyclage opérationnelle. Donc voilà, ce sont des repères qui sont quand même importants et qui balisent une problématique qui est bien plus complexe qu'on ne le croit. Alors, pour discuter de tout ça, il nous fallait des experts et surtout des personnalités qui travaillent chaque jour sur ces sujets, et je les remercie d'être présents avec nous. Certains sont brestois, d'autres un peu plus loin de Brest, mais on est très content de les avoir. Je commence par Sophie Genier, qui est à mes côtés, et qui est directrice des services recyclage de Citeo. Donc tout le monde sait, je pense, dans cette salle, ce qu'est Citeo et le rôle que cet acteur joue dans les problématiques de recyclage des emballages d'une manière générale et aussi des plastiques. Nous avons le plaisir d'accueillir Amandine Chaffois, qui travaille sur les problématiques de développement durable chez Plastic Omnium, et nous tenions à avoir quand même une représentante ou un représentant d'un grand groupe industriel, parce que le plastique est une matière qui fait vivre un certain nombre de filières industrielles, qui est présente dans beaucoup de produits, non seulement des produits de consommation. Donc je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que Plastic Omnium est un grand équipementier automobile et qu'il fournit, je ne dirais pas que tout ce qui est en plastique dans une automobile vient de Plastic Omnium, mais on n'en est pas loin quand même, y compris les blocs de pare-chocs, les réservoirs de carburant. Et d'ailleurs, je crois que vous travaillez en ce moment sur un réservoir pour les véhicules à hydrogène. Il fallait aussi quelqu'un qui regarde un peu ces problématiques sur le plan du territoire, et c'est pour ça que nous sommes ravis d'accueillir Guillaume Cornu, qui est chargé des politiques territoriales déchets et économie circulaire
à la direction de l'environnement de la région Bretagne, qui a donc la lourde tâche de mettre en œuvre la politique régionale en matière de déchets. Il nous expliquera un peu les défis que ça représente. Il nous fallait un grand groupe spécialiste de ces questions, et en l'occurrence, merci Nicolas Pont, vous êtes directeur de l'éco-conception et du recyclage du groupe Veolia. Merci de nous avoir rejoints, parce que évidemment vous êtes un acteur important, et aussi non seulement dans la gestion actuelle, mais aussi dans les réflexions sur les évolutions de ces filières de recyclage. Et puis nous voulions aussi, dans toutes les tables rondes, on voulait aussi donner la parole à des jeunes entrepreneurs qui sont dans ces filières et qui essayent d'apporter de l'innovation, ou en tout cas des solutions nouvelles. Et donc Augustin Jacquelin est l'un de ces jeunes entrepreneurs. Il est cofondateur de la société Lemon Tree. Alors, c'est plus tout à fait une start-up, puisque vous avez été créé en 2011. Vous proposez des solutions de tri alternatives. Vous venez de réussir une levée de fonds de 5 millions d'euros. Alors, je ne dis pas ça parce qu'on est obsédé par l'argent, mais parce que le fait que des jeunes entreprises comme les vôtres, qui suscitent l'intérêt et la confiance des investisseurs, c'est très important si on veut avoir le développement de ces filières d'avenir. Donc, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc on a fait un petit tour de piste. Comme on est dans le domaine de matériaux, je dirais que la langue de bois entre nous n'est pas de mise. Si les choses qui doivent être dites doivent l'être. Et d'ailleurs, la réunion de préparation qu'on a faite me convainc que ça sera le cas. Et pour commencer un peu ce petit tour de piste, je voulais donner la parole à Sophie Jeunier, parce que donc Citeo est quand même un acteur important. Vous publiez beaucoup de choses sur cette question, vous aidez beaucoup d'acteurs, et j'aimerais bien que vous nous rappeliez un petit peu quelle est la vision de cette société, Éco un organisme, je rappelle, société à mission, dans la problématique que nous voulons aborder sur quels sont aujourd'hui les défis du recyclage des plastiques et autres emballages, mais on est surtout là pour parler des plastiques. Merci. Donc effectivement, merci pour l'introduction. Citeo est une entreprise à mission dont notre objectif est donc d'accompagner nos clients, qui sont l'ensemble des metteurs sur le marché, des distributeurs, de les accompagner pour réduire l'impact environnemental, en particulier de leurs emballages et de leur papier, de l'impact sur la biodiversité. Donc c'est dans cette mission qu'on s'inscrit, et effectivement, on exerce ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs pour une grande partie des metteurs sur le marché d'emballage et de papier. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par aujourd'hui un taux de recyclage des emballages ménagers de 70%. Et comme vous le disiez, derrière, il y a une réalité qui est différente. On a certains matériaux d'emballage qu'on connaît tous, le verre, le papier, carton, les métaux. Enfin, certains métaux qui se recyclent très bien, et puis d'autres pour lesquels les résultats sont un petit peu moins bons. Donc, vous citiez les plastiques, donc, où aujourd'hui le taux de recyclage des emballages ménagers en plastique est aux alentours de 30%. Et derrière ce 30%, il y en a effectivement bouteilles et flacons pour lesquels le taux de recyclage approche des 70%, et puis d'autres pour lesquels il y a encore beaucoup de progrès à faire. Notre objectif, il s'inscrit bien de ce qu'on appelle chez nous le 100% solution, c'est-à-dire de se dire il faut que pour chaque emballage, chaque papier qui est mis sur le marché, il dispose d'une solution en fin de vie qui soit correcte, et il faut qu'il soit géré correctement. Et ça passe en fait en travaillant sur l'ensemble de la chaîne et sur l'ensemble du dispositif, depuis la production jusqu'au recyclage et la réintégration de ces matières. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment en travaillant en collaboratif et en agissant sur l'ensemble des maillons de la chaîne qu'on arrivera à relever ce défi. Si je fais un petit focus sur les emballages plastiques, c'est 1,2 million de tonnes à peu près qui sont mis sur le marché chaque année d'emballages ménagers. D'emballages ménagers. Ménagers. D'accord. On fait à peu près x2 si on prend l'industriel et commercial. Voilà, 1,2 million d'emballages plastiques ménagers mis sur le marché. Et quand on regarde en fait la recyclabilité de ces emballages,
Aujourd'hui, on dit qu'il y en a 65% qui sont recyclables, c'est-à-dire que s'ils sont bien triés, collectés, donc le geste de tri, de mettre l'ensemble de ces emballages dans le bac de tri, dans le bac jaune, est extrêmement important. S'il est bien collecté, trié, identifié et envoyé dans les filières de recyclage, il sera recyclé. Donc en une nouvelle matière qui sera réinjectée dans des process de production du plastique. Et les 35% restants? Alors voilà, sur les 35% restants, on en a 15% pour lesquels on dit on a les filières de recyclage qui sont en voie de développement. C'est-à-dire qu'on a des solutions technologiques, qu'il faut que ces solutions technologiques, elles se développent, elles se concrétisent et elles s'industrialisent. Et ça, c'est vraiment le challenge pour les 3 prochaines années, de passer à l'échelle des solutions de recyclage et là on va parler du polystyrène, on va parler un petit peu technique quand même, du polystyrène, il y a des spécialistes dans la salle, des films en polypropylène et des barquettes PET. Voilà, pour lequel aujourd'hui il y a des solutions industrielles, soit il y a des solutions industrielles mais qui ne sont pas suffisantes avec des débouchés à faible valeur ajoutée, etc. Ou alors il n'y a pas de solution aujourd'hui, donc il faut les développer. Et puis, vous avez bien noté, on n'est toujours pas au 100%, donc il reste 20%, donc qui aujourd'hui sont des emballages pour lesquels il n'y a pas de solution. Par exemple donc, alors là, on va parler des emballages complexes, du PVC, voilà, ce type d'emballage, ou qui sont vraiment trop petits. Et donc là, sur ces 20%, l'action, ça va être évidemment d'éco-concevoir, ça c'est vraiment cette action d'éco-conception, en réduisant, en développant le réemploi et en switchant de matériaux, soit vers des matières plastiques qui sont recyclables, soit vers d'autres matériaux. Il n'y a absolument pas de tabou. Voilà, donc on est vraiment avec ce panel. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, ce taux de recyclage de 30%, c'est aussi, il faut aller collecter, trier. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est en particulier le programme d'extension des consignes de tri qui fait que, courant 2023, sur l'ensemble du territoire français, tout le monde aura la possibilité de mettre l'ensemble de ces emballages, en particulier l'ensemble de ces emballages plastiques, dans son bac de tri, dans son bac jaune, qui ensuite sera envoyé vers les centres de tri pour les séparer. 100% de la population, 100% sur tout le territoire français. Sur tout le territoire français en 2023. S'agissant des emballages domestiques, on ne Bien parle sûr. pas des problématiques des activités industrielles et commerciales, Non, etc. non. Et Voilà. s'agissant des consommateurs, Les consommateurs, 1er janvier 2023, alors, courant 2023, courant 2023, on devrait atteindre le 100% de couverture du territoire. Aujourd'hui, on est à peu près 60-65%. d'accord. Et donc l'idée, c'est voilà. Et ensuite, il faut mobiliser le geste de tri pour pouvoir avoir ce bon geste de tri. Voilà. Et ensuite, j'ai parlé vraiment sur le focus plastique, mais on a aussi une conviction très importante, qui est de dire il faut travailler à la prévention, donc à la réduction, réduire à chaque fois que c'est possible les emballages qui sont utilisés, développer le réemploi, ça c'est extrêmement important, et développer l'éco-conception. Voilà, c'est vraiment le triptyque, et ensuite développer le recyclage. Ça, c'est des fameux décrets 3R, là, hein, réduire, Exactement. recycler. Et... Exactement. Et donc l'ensemble de l'industrie est vraiment mobilisé pour mettre en place ces stratégies. Et dernière action, puisque vous évoquez la partie innovation, c'est aussi extrêmement important, et on y croit beaucoup, qu'il va falloir aussi trouver des solutions pour agir sur tous ces maillons. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des nouvelles manières de travailler, et pour ça on accompagne et on détecte l'innovation, et on accompagne un certain nombre de start-up, donc certaines sont présentes ici, hein, je sais qu'il y a la TIPS qui doit intervenir après, on a Unico aussi qui a un stand sur le salon en disant, voilà, en détectant ces start-up, en les accompagnant via un accélérateur qui s'appelle le Circular Challenge. D'ailleurs, je vous invite, tout à l'heure, j'ai ma collègue qui fait une petite keynote vers 17h, voilà, c'est le petit moment pub, sur le Circular Challenge, pour pouvoir accompagner ces start-up dans l'écosystème, qu'elles puissent mûrir et passer à l'échelle.
Quand vous dites accompagner, c'est-à-dire vous les financez, vous leur donnez de l'argent, vous leur apportez un soutien technique, des conseils, on fait un peu tout ça. L'accès à un réseau, comment? On fait tout ça. D'accord. C'est vraiment un accélérateur où on va pouvoir les accompagner financièrement sur des expérimentations, etc. On va les accompagner techniquement. On va permettre aussi qu'ils puissent rencontrer des industriels, puisque effectivement on a l'ensemble des metteurs sur le marché qui sont nos clients, et on va pouvoir faire ces rencontres entre partenaires. Très bien. Alors on reviendra après, je pense qu'il y a pas mal de questions aussi sur les problématiques du tri, de la collecte et du tri, sur lesquelles vous travaillez aussi. Je voudrais qu'on passe un moment avec Amandine Chaffois, parce que, voilà, Plastic Omnium est un grand plasturgiste français. Bon. Donc on ne peut pas ignorer que vous êtes un acteur de la fabrication et de la conception de matières plastiques. Ma première question, c'est comment, dans une grande entreprise industrielle, avec des enjeux quand même économiques, technologiques importants, et puis aussi, vous êtes un peu soumis au cahier des charges des constructeurs, en tout cas aux demandes des constructeurs automobiles. Comment, chez vous, dans vos réunions stratégiques, est évoquée cette question de la problématique des plastiques? Combien de temps on continuera d'utiliser les plastiques? Quel type de plastique? Qu'est-ce qu'il y a comme filière de recyclage? Est-ce que ça fait partie des préoccupations d'une entreprise comme la vôtre? Est-ce que c'est encore au niveau de réflexion un petit peu embryonnaire, ou est-ce qu'il y a déjà concrètement des actions, notamment dans le domaine du recyclage? Alors, déjà, merci pour cette invitation à cette tribune. Donc, vous l'avez dit, un Plastic Omnium, équipementier international. Je souligne ce point parce que là, on est sur l'écosystème français, mais nous, on aborde les problématiques à l'échelle du monde, même si on a des spécificités dans chaque région. Ben, c'est le scope qu'on doit adresser. Qu'en effet, on est spécialisé dans la carrosserie plastique extérieure, donc le pare-choc, les haillons, dans le système de stockage d'énergie. Et on est en train d'évoluer, même si on est des plasturgistes à l'origine, vers l'hydrogène, la batterie, l'éclairage pour compléter nos gammes de produits. Alors, je vais juste me permettre une toute petite parenthèse avant de répondre à votre question, pour expliquer pourquoi aujourd'hui, ou pour rappeler peut-être pourquoi aujourd'hui on a des plastiques dans les véhicules, parce que le plastique est énormément décrié, et pour des raisons valables. Mais si aujourd'hui on a 250 kg de plastique à peu près dans un véhicule, c'est parce que le plastique, ça permet d'alléger. Et sur un véhicule qui va rouler 10, 15 ans, pendant toute cette phase d'usage, chaque kilo ou chaque centaine de grammes économisés, c'est autant d'essence qui n'est pas consommé, ou de gasoil, et demain autant de kilomètres qu'on pourra faire en plus avec une batterie, donc c'est quand même très important. C'est aussi un matériau qui est utilisé parce qu'il permet une liberté dans le style et dans le design des pièces, qui permet, alors au départ, de faire des véhicules, on va dire design, qui séduisent les consommateurs, mais pas que. Ça permet aussi de faire des aérodynamismes optimisés pour les véhicules. Et là, encore une fois, quand vous optimisez le CX d'un véhicule, vous améliorez la consommation et vous augmentez la phase de roulage avec une batterie. Et ça, c'est extrêmement important parce que sur des véhicules qui disent 15 ans, cette phase, en tout cas sur l'impact CO2, c'est la phase la plus importante. Et puis, c'est aussi une matière qui permet d'absorber les chocs. Donc, en termes de sécurité, aujourd'hui, c'est une matière qui répond au cahier des charges de crash, notamment. Et le dernier point, c'est que le plastique, c'est transparent aux ondes. Et qui dit transparence aux ondes dit que vous pouvez mettre derrière du plastique des capteurs et améliorer la sécurité des véhicules. Alors ça va avoir des enjeux de recyclage, ça va être de plus en plus compliqué à recycler, mais aujourd'hui, le consommateur, il veut aussi être protégé dans son véhicule, il veut pouvoir détecter son environnement, et si on veut avoir des véhicules autonomes
pour avoir moins de véhicules dans le parc automobile, il va falloir qu'on aille vers une automobile un peu plus autonome. Et ça, c'est une des propriétés qui est très importante du plastique. Alors, une fois qu'on a fait cette petite parenthèse, est-ce que c'est des considérations qu'on a le recyclage? Bien évidemment, et ce, depuis de nombreuses années. Moi, je travaille chez Plastic Omnium depuis 2004. En 2004, je m'occupais de l'achat des matières. Et déjà en 2004, on achetait des matières recyclées. Pourquoi? À l'époque, clairement, la considération première, c'était économique. Ça coûtait à l'époque moins cher. C'était des matières, j'allais dire, un peu dégradées, qu'on utilisait pour des pièces pas visibles, des pièces peu exposées, des pièces non techniques. Voilà, donc c'était un petit peu, on va dire, une matière bas de gamme qu'on mettait à moindre coût. En 2010, on a développé, et on avait à l'époque notre propre structure de recyclage qu'on a vendue à Veolia parce qu'on n'avait pas la capacité de collecter tous les déchets, on n'était pas suffisamment intégrés, ça faisait pas forcément de sens. On avait notre propre centre de recyclage et on avait développé avec PSA un pare-choc 100% recyclé. À l'époque, c'était en 2010, on était juste 10 ans trop tôt. On a fait le projet, on l'a industrialisé et ça a été le seul né de ce projet parce que c'était trop cher. Et les clients, à cette époque-là, voulaient pas ou comprenaient pas qu'une matière recyclée soit plus chère qu'une matière vierge. C'était hors des conceptions. Aujourd'hui, on est capable de faire des pare-chocs avec des pare-chocs beaucoup plus complexes, avec 50% de matière recyclée. C'est validé techniquement, on a fait tous les tests, donc on pourrait mettre ça sur le marché. C'est là qu'arrive la problématique à laquelle on est exposé, c'est la disponibilité et la qualité des matières recyclées. Dans l'automobile, on a des forts cahiers des charges, et tant mieux, c'est ce qui nous protège en tant qu'utilisateurs, auxquels il est difficile, voire impossible de déroger. C'est-à-dire qu'on a besoin de matières recyclées qui ont les mêmes propriétés mécaniques que les matières vierges. Et quand on connaît un petit peu le monde du déchet, transformer des déchets qui sont jamais vraiment les mêmes en une matière qui sera avec des propriétés tout le temps les mêmes, c'est extrêmement compliqué. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Toute la filière, je suis ravie d'être aujourd'hui avec toutes ces personnes autour de cette table ronde, se mobilise pour qu'on y arrive. L'idéal, ce serait qu'on arrive à avoir de la circularité complète, c'est-à-dire qu'un pare-choc redevienne un pare-choc. Mais aujourd'hui... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, sur 1 million en France, sur 1,5 million, sur 2 millions, il y a 1,5 million de véhicules en fin de vie qui arrivent dans les centres de tri. Et il y en a à peu près 500 000 qui partent, qui sont exportés ou qui sont perdus. Et sur ce 1,5 million de VHU, véhicules hors d'usage qui sont traités, le plastique, c'est un peu l'enfant pauvre parce que ça ne se vendait pas très bien. Donc en général, on en récupère une petite partie, puis le reste, ça part dans les résidus de broyage au profit des métaux. Donc ça va changer évidemment, mais aujourd'hui c'est le cas. Donc cette technicité, cette qualité des produits est un enjeu réel si on veut arriver à incorporer plus de recyclés qu'aujourd'hui dans les véhicules. Voilà. Et je terminerai sur le point, nos considérations et les sujets sur lesquels on travaille, c'est l'éco-conception, pour avoir moins de matière par pièce, que ça soit plus facile à trier, plus facile à démonter. Aujourd'hui on colle beaucoup, le collage c'est compliqué après pour séparer, donc on réfléchit à des systèmes de clips, à des systèmes d'assemblage qui derrière permettront à toute la chaîne de mieux travailler, de mieux recycler, d'augmenter les taux, parce qu'on est dans l'automobile, je crois, à 30% de matières qui sont recyclées, le reste étant enfoui ou valorisé en énergie, ce qui est trop peu. Très bien. On reviendra tout à l'heure sur cette question de l'éco-conception. Guillaume Cornu, rien qu'à l'énoncé de votre titre, on mesure l'ampleur de la tâche, de gérer, d'approcher cette question de la gestion, d'élaborer une politique régionale en matière de déchets au niveau de la région Bretagne. Qu'est-ce qui vous aide dans votre tâche, notamment dans l'évolution de la réglementation, et qu'est-ce qui vous freine pour aller aussi vite que vous le souhaiteriez ? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et puis, effectivement, je travaille à la région Bretagne, mais je me permettrai de parler au nom de toutes les collectivités territoriales, en Bretagne notamment. Donc, pour faire d'abord sur la partie déchets, un petit rappel sur les compétences des uns et des autres. Donc, les régions, depuis 2015, ont la responsabilité de la politique régionale de gestion des déchets, prévention et gestion, qu'elle rédige dans le cadre d'un plan. Donc, ce plan, on l'a coécrit avec les collectivités, mais aussi les entreprises, des associations.
Mais les collectivités territoriales, type comité de communes, d'agglo et métropole, sont bien elles qui ont la compétence opérationnelle d'organiser la collecte, enfin, la prévention d'abord, la communication, la collecte, et puis la gestion de leurs déchets, soit directement, soit via les entreprises. Donc quand je dis compétences opérationnelles, pour être un petit peu plus, comment dire, peut-être vulgariser la chose, qu'on les mains dans le cambouis au quotidien, pour offrir le service auprès de leurs concitoyens, et puis aussi pour assumer le coût derrière de gestion de ces déchets. Donc on a un partenariat entre les collectivités sur le terrain et la région sur cette mise en place du plan. Et effectivement, j'ai envie de dire, la réglementation, elle est à la fois, enfin, on ne peut pas dire que c'est une contrainte, c'est très motivant, mais les objectifs à atteindre sont extrêmement élevés, et c'est très bien, c'est comme ça qu'on fait avancer. Et donc principalement, ce qui guide notre plan régional aujourd'hui, c'est la réduction drastique de l'enfouissement, parce que la loi de transition énergétique va réduire drastiquement l'enfouissement. Donc ça ne peut être qu'une bonne chose, parce que c'est la dernière roue du carrosse pour gérer nos déchets. On rappelle dans l'ordre la prévention, l'idéal, le réemploi, réutilisation ensuite, le recyclage des déchets, ensuite la valorisation énergétique et enfin l'enfouissement. Donc nos capacités d'enfouissement vont chuter, c'est très bien, ça va encore nous encourager à aller plus loin vers le recyclage notamment, mais aussi la prévention. Et puis j'ai envie de dire que pour parler peut-être quelques chiffres pour vous faire prendre conscience de l'ampleur de la difficulté et du problème. En Bretagne aujourd'hui on gère en 2019 donc les déchets ménagers assimilés, c'est-à-dire les déchets des particuliers, donc notre poubelle jaune, ordures ménagères, et puis ce qu'on a en déchetterie c'est 2 300 000 tonnes chaque année. Donc là c'est tout matériau compris, ça fait 700 kg par habitant. On a aussi nos entreprises sur le territoire et les industries qui produisent au total 2 150 000 tonnes. Donc là, qui sont gérées avec des contrats avec des prestataires privés. Et puis on a les déchets du BTP qui gèrent 9 millions de tonnes chaque année, qui produisent 9 millions de tonnes. Donc bien sûr, c'est pas que du plastique, loin de là, mais dans toutes ces grandes familles de déchets, on a des plastiques. Et puis là, je vais aller un peu plus focus sur ce que gèrent les collectivités et les déchets plastiques. On collecte notre fameuse poubelle jaune, les recyclables secs, et en Bretagne, on en collecte 200 000 tonnes. Et on sait qu'on a à peu près 12% de plastique à l'intérieur, qui sont triés dans les centres de tri, qui en plus, aujourd'hui, vont pouvoir, à 3/4 de la population bretonne, et bientôt la totalité, trier tous les résines plastiques. Donc ça nous permet de récupérer chaque année à peu près 25 000 tonnes de plastique qui sont recyclés. Donc là, on est dans le recyclage, c'est très bien. Mais on a encore nos ordures ménagères, et quand on s'amuse à regarder et à trier à la pince à épiler nos ordures, on en a 700 000 tonnes par an, on a les 70% qui pourraient être recyclés. Donc là, je parle toute famille de déchets organiques et non organiques. Et là, si on fait un peu plus précisément sur les plastiques, avec des estimations, des caractérisations que les collectivités font auprès de en plongeant dans leurs ordures ménagères, j'ai envie de dire, on a 73 000 tonnes par an encore de plastique qui pourraient être recyclés, qui ne le sont pas, parce que le geste de tri n'est pas encore fait de la part de notre concitoyen. Donc, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, j'ai envie de dire, chaque citoyen n'est pas obligé de trier ses déchets. Donc on a un gisement de recyclable qui est encore important, et on l'a dit, si c'est pas trié en amont et bien collecté, ça ne pourra pas être recyclé. Et puis, un dernier point sur les plastiques des collectivités, dans les encombrants de déchetterie, là on en a 216 000 tonnes chaque année collectées. Et là, on a encore 10% de plastique. Donc là, non pas qu'on ne soit pas bon, parce qu'il n'y a pas de filière de tri, de collecte et de recyclage de ces plastiques. On a des expérimentations. Il y en a une qui a été présentée juste avant par une entreprise qui tente l'expérimentation près de Brest, qui s'appelle l'expérimentation Retriplast avec Retrilog, donc de l'économie sociale et solidaire, que la région accompagne et les collectivités également territoriales. Et là, ces filières-là aujourd'hui, on essaye de trouver les moyens pour collecter ces déchets plastiques. Mais encore faut-il avoir les éléments, et là on est en déchetterie, c'est la place disponible sur la déchetterie, et puis encore faut-il avoir la filière derrière, parce qu'on l'a dit, collecter c'est nécessaire, trier ensuite bien sûr, mais si on n'a pas la filière technique mais aussi économique derrière pour pouvoir trouver des débouchés à ces plastiques, eh bien nous on est un peu coincé entre guillemets, puisque les collectivités on est au bout du tuyau, on est au bout de la chaîne, on reste avec ces déchets sur les bras. Et puis justement on parle de coûts, là aussi je ne vais pas vous abreuver trop de chiffres, mais sur les déchets ménagers assimilés, quand on considère le coût par habitant en Bretagne, donc là je reviens à tous les déchets compris, ça coûte 96 € par an aux collectivités en moyenne, et c'est ce coût intègre, y compris la recette des matériaux, y compris les soutiens des éco-organismes comme Citeo sur les emballages, y compris les recettes d'énergie quand on est sur une usine d'incinération qui vend de l'énergie. Donc juste pour dire les choses très clairement, on ne gagne pas d'argent à gérer des déchets, y compris les déchets recyclables. Au contraire, donc on en perd, je voulais dire. On en perd toujours. Donc l'enjeu pour la collectivité, bien évidemment, c'est développer le recyclage, toujours et de plus en plus, pour réduire l'enfouissement, je l'ai dit. Voilà. Mais l'enjeu majeur, c'est la prévention et le réemploi-réutilisation, parce qu'on a
On a un objectif environnemental, bien évidemment, on a un objectif de maîtrise des budgets. Je ne parle même pas de diminuer nos budgets de traitement des déchets, mais de maîtrise, éviter qu'ils explosent. Et aujourd'hui, toute seule, puisqu'on est un peu au bout de la chaîne, on fait des campagnes de communication auprès de nos concitoyens, mais vous imaginez que les moyens de communication ne sont pas de la même ampleur que ce qu'on peut voir, les moyens de publicité à la télévision ou ailleurs. Et puis, on travaille, on a entendu aujourd'hui, sur l'éco-conception, mais là aussi, on peut travailler, certaines collectivités le font avec leurs entreprises sur le territoire, dans le cadre d'économie circulaire, de programmes d'économie circulaire, mais on n'a pas la main, je dirais, on ne peut pas obliger une entreprise à faire plus d'éco-conception, à réduire ses emballages. Et donc, aujourd'hui, le triste résultat, entre guillemets, c'est que si vous voulez suivre l'activité économique et la consommation d'un territoire, vous regardez la quantité de déchets. Quand l'économie va bien, nos déchets montent, grimpent. Et la preuve que, malheureusement, on n'a pas encore mis en place les principes d'économie circulaire et toute l'éco-conception en amont. Et c'est un point sur lequel qu'on aimerait encore plus voir développer encore plus vite, bien sûr. Et puis, touche quand même positive, on a parlé tout à l'heure d'une entreprise qui teste le tri des plastiques en déchetterie pour le recyclage. On voit des porteurs de projets qui sont accompagnés par les collectivités, aussi par la région, sur, je pense à 2 projets en Bretagne sur la collecte des menuiseries et le recyclage derrière. Donc là, on a du PVC notamment, qui aujourd'hui partent en enfouissement. Donc voilà des tonnages sortis de l'enfouissement, on les fait remonter d'un cran, voire 2, sur la hiérarchie de traitement de déchets. Et puis, c'est aussi un moyen de créer de l'activité économique et créer des emplois. Et notamment, souvent, beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire s'investissent fortement sur ces activités-là. Donc, pour un territoire, c'est aussi positif plutôt que d'avoir un déchet à gérer, de nouvelles activités économiques. Et puis, j'ai envie de dire, la création de valeurs également humaines et d'emplois. Donc, ça fait partie des grands objectifs à la politique régionale de déchets, de relocaliser de la valeur et faire du déchet une ressource. Mais voilà, ça, c'est un objectif fort, difficile, et qui nécessite des moyens financiers qui ne sont pas toujours Justement, c'est la question que j'allais vous poser. S'il faut que 100% des emballages plastiques aient une filière de recyclage opérationnelle d'ici le 1er janvier 2025, qui va investir dans ces filières? Est-ce que ce sont des collectivités et avec quelles ressources? Alors, je pense que alors, les collectivités peuvent participer j'en ai parlé, à des expérimentations, à des entreprises qui créent leur activité, mais à la hauteur de leurs moyens financiers dont elles disposent aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faudra tout miser sur l'argent public pour développer ces nouvelles filières. Il faudra que la réglementation, on l'a vu avec la loi anti-gaspillage et l'économie circulaire, impose de développer les matières recyclées, le réemploi. Parce que si vous n'avez pas un marché en face, vous pouvez trier et recycler, mais s'il n'y a pas de débouché pour ces matières-là, et on l'a vu souvent, elles sont malheureusement plus chères que les résines neuves. Donc là, il faut créer ce marché-là, et la loi va l'imposer. Autrement, forcément, on est un peu, nous, on se sent parfois un peu coincé pour développer ces nouvelles activités qu'on appelle de nos voeux, mais on n'a pas toutes les clés pour le développer. Alors peut-être que Nicolas Pont a quelques clés. Je rappelle que Veolia est quand même le grand acteur qu'on connaît de l'eau, de l'énergie, mais aussi des déchets. Je crois que le groupe traite 47 millions de tonnes de déchets chaque année en France, d'après ce que j'ai pu voir. Donc ça fait de vous un acteur à la fois dans la vie quotidienne des Français, mais aussi, j'imagine, un contributeur à la réflexion sur comment aller plus loin dans le recyclage des déchets, et notamment des plastiques. Comment vous réfléchissez cette question, vous, en tant que directeur éco-conception de Veolia? Et justement, ce mot éco-conception est revenu à plusieurs reprises. Et on en a aussi pas mal parlé ce matin dans d'autres tables rondes sur l'élaboration de nouveaux plastiques, de nouveaux polymères biosourcés, etc. Ce serait intéressant que vous nous disiez, vous, quel est l'état de votre réflexion en ce moment, et puis répondre à cette question: comment mettre en place suffisamment de filières de recyclage ou de capacités de recyclage dans les années qui viennent pour en finir avec ces déchets non recyclés? Oui, en effet, c'est un vaste sujet. On essaye, nous, chez Veolia, évidemment, de proposer des solutions de recyclage dans la mesure du possible. On a l'avantage d'être sur les étapes de la chaîne de valeur, aussi bien en collecte qu'en tri et qu'en usine de recyclage. Et on se rend compte aussi qu'il y a cette problématique de l'éco-conception dont vous parlez, qui est vraiment prégnante, et on ne peut plus, à l'heure actuelle, mettre sur le marché des produits qui n'ont pas été pensés à l'aune de leur fin de vie. Ça, c'est vraiment un prérequis. Pendant très longtemps, on s'est lamenté de voir arriver dans nos centres de tri tous ces emballages non recyclables et non conçus pour l'être.
Là, maintenant, on essaye aussi de donner de la voix là, sur ce sujet-là pour aider les metteurs sur le marché et les producteurs d'emballage ou de produits industriels à avoir des produits meilleurs, en tout cas lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Pour ce qui est du plastique, évidemment, cette problématique, on la connaît bien. Et il faut voir qu'il y a deux typologies de plastique pour nous. Il y a ceux qui proviennent des ménages, donc la collecte sélective, la poubelle jaune, et il y a les plastiques issus des activités économiques. Donc ce sont deux domaines bien différents. Un qui est vraiment bien cadré par la loi et régi par les éco-organismes, et un autre qui est plutôt du B2B et qui est voilà, une relation commerciale de privé à privé. Donc sur l'activité ménage, évidemment, nous sommes trieurs, nous avons beaucoup de centres de tri en France de collecte sélective, et on voit évidemment arriver ces nouvelles résines liées à l'extension des consignes de tri, qui nous a demandé beaucoup d'investissements pour pouvoir arriver à les trier. On voit encore qu'il y a encore beaucoup d'emballages qui ne sont pas conçus pour être valorisés et qui ne rentrent dans aucune filière. Et par exemple, vous pouvez donner des exemples ? Les barquettes, les complexes en général, hein, les doy-packs, qui ont l'avantage, et c'est vrai, d'être plus légers, mais qui grossissent nos taux de refus de façon phénoménale. Et donc on arrive avec des taux de refus qui n'arrêtent pas d'augmenter, clairement. Et les extensions de consignes de tri, avec tous les avantages qu'elles ont, ne freinent pas ce phénomène. Donc ces refus de tri, c'est-à-dire ces indésirables, ces non reconnus dans le centre de tri, il faut bien comprendre qu'elles vont être détruits, elles ne seront pas retriés, donc ça ira en décharge ou en incinération. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille tous ensemble pour arriver à soit créer les filières qui vont permettre de recycler ces plastiques qui ne sont pas à l'heure actuelle, soit changer les standards aussi que l'on donne au centre de tri pour arriver à faire des nouveaux matériaux, des nouvelles qualités qui permettraient de rentrer dans des filières existantes. Ensuite, il y a les activités économiques. Voilà, il y a beaucoup de plastique chez les industriels, des emballages tertiaires, secondaires, primaires. Et nous, voilà, on propose forcément cette récupération depuis très longtemps. Et force est de constater qu'on a du mal à faire trier en amont les industriels à la sortie de l'usine, hein, évidemment, parce que financièrement, généralement, ça coûtait jusqu'ici plus cher de trier que de mettre l'ensemble des déchets en mélange dans une benne, qu'on appelait nous la benne DIB, hein, déchets industriels banals, qui a pour vocation d'être enfoui ou incinéré. Bon, c'est vrai que là, la raréfaction en termes d'offres de décharge permet d'avoir un coût de traitement qui commence à augmenter depuis quelques années, hein, ça fait pas très longtemps, 2-3 ans, et qui rend du coup rentable beaucoup de filières de recyclage qui ne l'étaient pas il y a encore 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que moi, pendant toute ma vie, je me suis battu contre la décharge pas chère, hein, qui est en fait l'ennemi principal du recyclage. C'est l'ennemi du recyclage, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, voilà, on a maintenant une nouvelle donne depuis 2-3 ans qui fait que voilà, notre discours sur la recyclabilité et sur la nécessité d'éco-concevoir, même pour les entreprises privées, qui ne rentrent pas forcément dans la poubelle jaune, parce que voilà, il faut que les industriels comprennent que de toute façon, leurs chutes de production vont leur coûter de plus en plus cher. Et si elles ne sont pas constituées de plastique recyclable, elles vont forcément être incinérées ou enfouies à des prix qui n'arrêtent pas d'augmenter. Il faut bien comprendre qu'actuellement, on est sur un triplement des coûts de traitement des déchets en fin de vie sur les marchés industriels depuis 5 ans. Donc c'est un vrai enjeu économique, en plus d'être un enjeu écologique. Et donc ces deux segments doivent être vus aussi en parallèle. Enfin, le déchet ménager est important, mais le déchet industriel en tant que tel, lui, représente les 2/3 des volumes des plastiques. Et c'est là où il y a plus de progrès à faire, selon vous, ou en tout cas le plus d'innovation à introduire ? Oui, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire dans ces déchets d'activité économique, clairement. Et on a affaire évidemment à une multiplicité de résines, évidemment qu'on ne maîtrise pas, qu'on essaye de valoriser, et avec des filières et des usines existantes en France ou en Europe qui ne sont pas suffisantes en termes de nombre de résines possibles à recycler. Et donc on a peu de solutions en fait en Europe de recyclage pour beaucoup de résines. Donc à ce moment-là, il faut absolument soit switcher sur des résines, changer les résines pour pouvoir faire des résines qui rentrent dans des filières opérationnelles, soit arrêter le plastique. Mais voilà, on n'en est pas là. Et puis après, il y a une question de gisement, c'est-à-dire de quantité. Lorsqu'on demande à un industriel de trier, il se peut qu'il dépasse suffisamment de quantité de plastique pour intéresser une filière. Et ça, c'est un vrai souci qu'on a actuellement, enfin qu'on a toujours eu.
C'est-à-dire que quand on a une tonne par an de plastique dans une usine, voilà, c'est compliqué de rendre ça rentable et d'aller chercher cette tonne. Voilà. En termes de coûts de transport, c'est des coûts trop importants. Et après, on a aussi la multiplicité du nombre de types de résines chez ces industriels. On peut avoir 3, 4, 5, 6 résines différentes à reprendre dans un flux industriel. Et à ce moment-là, le tri à la source est compliqué à mettre en place parce que demander à un industriel de trier ses résines à la fin de son usine de production, c'est compliqué. Donc on est obligé de les mettre en mélange dans une benne plastique, rigide, un peu à l'image de ce qu'on aimerait faire dans les déchetteries. Donc là, on se retrouve pareil avec 3, 4, 5, 6, 7 résines différentes en mélange dans une benne. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les valoriser? Vu qu'on ne veut pas les valoriser en mélange, on doit les surtrier. Et là, on arrive sur un vrai problème opérationnel qu'on a en France, c'est qu'on manque de capacité de surtri. Les surtris des plastiques, actuellement, est un vrai enjeu, aussi bien dans la collecte sélective, la poubelle jaune, que pour les industriels. C'est-à-dire qu'il nous faut ces capacités d'usine, des centres de tri dédiés qui permettront de séparer ces résines pour les donner à des filières existantes, et qui permettra d'aspirer en fait ce gisement qui, pour l'instant, n'est pas pris en charge à beaucoup d'endroits chez les industriels. On reviendra là-dessus. Augustin Jacquelin, donc je rappelle que vous êtes le cofondateur de Lemon Tree, une jeune entreprise. Quand vous entendez tout ça, d'abord, quelle réflexion ça vous inspire? Et j'imagine que vous êtes assez satisfait d'avoir vous-même essayé de lancer des initiatives innovantes dans ce domaine du recyclage, qui apparemment est une grande complexité et qui pose énormément de problèmes encore, comme on vient de le voir. Oui, d'autant plus que quand j'ai démarré il y a 10 ans, c'était pas un sujet qui était aussi dynamique, et je suis ravi que voilà, il y ait de plus en plus d'initiatives qui se montent pour le poser sur la table. Je vais me permettre de présenter en quelques mots Lemon Tree, parce qu'on est un peu moins connu que Veolia. Donc c'est une entreprise qui est apparentée à l'économie sociale et solidaire, donc labellisée ESUS, qu'on a effectivement créé avec mon ami d'enfance il y a plus de 10 ans maintenant, avec une mission qui est très claire, qui est de lutter contre l'enfouissement et l'incinération des déchets. Donc ça a été rappelé précédemment, c'est effectivement dans la hiérarchie de traitement les derniers échelons. Donc notre objectif, c'est de remonter en fait ces boucles de l'économie circulaire en favorisant le recyclage, le réemploi, la réduction. Une fois qu'on a dit ça, la façon dont Lemon Tree adresse ce sujet se résume en plusieurs enjeux. Le premier, c'est le tri à la source. Quand on a démarré, on s'est rendu compte que certains déchets parfaitement recyclables n'étaient finalement jamais recyclés parce qu'ils n'étaient jamais triés. Et le tri à la source, c'est où est la source? Quelle source? Alors justement, ça a été rappelé, il y a le flux domestique et le flux des professionnels. Et puis il y a un flux aussi un peu hybride qu'on appelle le hors foyer, le hors domicile. Donc c'est de la consommation non professionnelle, mais en dehors de la maison. Et souvent c'est une consommation nomade, et on y retrouve beaucoup d'emballages qui arrivent très très peu dans les flux de recyclage. Donc on a démarré par ça en proposant des automates de collecte dédiés aux emballages de boissons, largement inspirés de systèmes de consignes qu'on trouve chez certains de nos voisins, où vous avez des emballages consignés que vous retournez dans des bornes qui sont intelligentes, qui sont capables de reconnaître l'emballage, de le trier automatiquement, d'en réduire le volume si c'est destiné au recyclage. Donc ça va être compacté. Aujourd'hui, on propose aussi des machines qui sont capables de broyer sur place. Donc vous réduisez encore plus le volume pour aller derrière en direct vers des filières de transformation de matière, donc des usines de recyclage. Ces bornes, elles ont aussi un autre avantage, c'est qu'elles sont incitatives. Alors, dans le système de la consigne, on voit bien le mécanisme monétaire qui pousse les gens à ramener systématiquement leurs emballages, parce que vous payez un petit peu plus cher en amont votre bouteille.
on retient cet argent et on vous le rend quand vous le rapportez. Sauf que ça fonctionne soit dans des circuits très fermés. Nous, on le fait dans des stades, on le fait dans certains circuits de restauration. Mais pour pouvoir le faire à très grande échelle sur un maximum d'emballages, il faut qu'il y ait une législation qui oblige tout vendeur, tout metteur en marché de mettre une consigne au départ. Sinon, c'est un peu difficile de discriminer les emballages qui ont payé la consigne ou pas. Donc ça, c'est le départ de l'activité de Lemon Tree, proposer des outils innovants pour faciliter le tri à la source. On a gardé ce sujet du tri à la source pour le déployer notamment au sein des entreprises, pour les aider dès le départ à faire le bon geste, en équipant de multiples bacs de tri, donc des fameux îlots pour séparer les matières, pour que derrière, on puisse beaucoup plus facilement aller envoyer ces différentes matières chez des transformateurs. Le circuit est assez court, puisque nous, on collecte de la matière qui est déjà triée ou pré-triée. Ça va dans des centres de massification. Donc, on a aujourd'hui 4 centres, mais on est en train d'en développer un petit peu partout en France. C'était notamment l'objet de cette dernière levée de fonds. Pour être au plus près de nos clients, qui sont beaucoup des entreprises, avec une concentration forte dans les grandes villes. Donc, voilà, on est plutôt collé aux métropoles. On récupère ces matières triées, on les pèse, on les identifie, on les reconditionne pour qu'elles puissent retrouver justement en direct ce chemin des transformateurs. Reconditionner veut dire mettre en balle, mettre en big bag, broyer, en tout cas préparer cette matière pour qu'elle soit directement utilisable par un transformateur. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu et pour nous une des clés du recyclage, c'est le tri à la source. Le deuxième sujet qui a été évoqué, c'est le développement de nouvelles filières. Quand on dit à nos clients, donnez-nous les clés de vos déchets, on va s'occuper de tout et on va faire en sorte d'essayer de maximiser au maximum la valorisation matière, après avoir fait la réduction, le réemploi, évidemment, il nous reste pas mal de choses. Et nous ne sommes pas des transformateurs nous-mêmes, mais on ouvre en fait des nouvelles filières avec des transformateurs en leur permettant d'avoir une matière en quantité suffisante, en qualité suffisante et en approvisionnement régulier. Et ça permet forcément à des entrepreneurs qui se lancent, des plus grosses structures qui ouvrent des usines, de développer en fait le recyclage. Il y a des exemples, y compris ici, très locaux, puisque nous on collecte des mégots de cigarettes qui sont transformés à Bourg-Blanc, mais vous ne pouvez transformer des mégots de cigarettes que si on vous envoie des mégots de cigarettes. Et vous voyez le travail de fourmi que ça peut représenter d'aller chercher des mégots dans une poubelle de rue. Personne ne le fait. Non. Donc il faut, dès le départ, du tri à la source. Et on a développé cette méthodologie pour d'autres filières. Par exemple, le lancement du recyclage des masques. On en a eu une quantité phénoménale pendant cette période de pandémie. On a réussi en mettant tous les acteurs de la chaîne en capacité à créer en fait une filière qui n'existait pas quelques mois avant. Je voulais juste demander à Nicolas Pont, qu'est-ce que ça vous inspire cet exemple? Vous êtes le recyclage de masse, si j'ose dire, mais est-ce que dans votre activité, est-ce qu'il y a de la place pour des initiatives, des entrepreneurs, des innovations en matière de recyclage? Oui, ce qu'a décrit Lemon Tree, c'est notre quotidien. Enfin, c'est les centres de tri de massification. Nous avons une centaine de centres de tri en France qui récupèrent ces matières plastiques notamment, mais aussi qui sont papier-carton, qui ont été triées à la source pour pouvoir les massifier, les envoyer dans les filières existantes. Donc que ce soit des industriels ou des petites entreprises qui se lancent sur une niche, sur un marché, nous sommes toujours à l'écoute de ces besoins du marché, parce que nous avons l'emprise foncière et la capacité de massifier sur nos sites. Et cet aspect de massification, elle est essentielle pour des côtés logistiques et surtout de coûts. Parce qu'il ne faut pas oublier que le tri coûte cher.
Donc il y a deux solutions, soit on fait trier en amont à la pince épilée et ça coûtera très cher à toute la chaîne, notamment en termes logistiques, soit on fait un peu de mélange et à ce moment-là on trouve des solutions pour massifier les grosses masses qu'on va surtrier sur un autre endroit qui servira de massification mais aussi de pré-tri, de surtri. Donc c'est ces deux aspects qui doivent être pris en compte dans nos métiers en fonction des gisements et en fonction des qualités qu'on nous propose. Alors, le temps passe tellement vite, c'est incroyable, il est déjà presque 3 heures, mais quand même, avant de se séparer, j'avais 2-3 questions. On a abordé tout à l'heure les gestes de tri, donc ça interroge l'attitude, nos attitudes en tant que consommateurs, citoyens. J'aimerais que vous nous disiez, Madame Genier, un peu comment vous sentez aujourd'hui l'état d'esprit des consommateurs sur cette problématique de l'emballage, de moins d'emballage plus vertueux. Est-ce que vous voyez que les choses sont en train de changer? À commencer par le tri. Est-ce que tout le monde trie? Est-ce qu'il faudrait que tout le monde trie? Et que faudrait-il faire pour que tout le monde trie? Alors, vaste question, puisque ça fait quand même à peu près 30 ans qu'on essaye de trouver la bonne réponse et le comportement du citoyen. Alors, évidemment, il a énormément évolué depuis quelques années. Le geste de tri est le premier geste éco-citoyen qui est cité par les Français au quotidien. Quand on vous interroge et qu'on vous dit qu'est-ce que vous faites pour l'environnement au quotidien, la première chose qui est répondue, c'est le geste de tri. Voilà. Mais derrière cette déclaration, il y a la réalité que je vous ai dit, 70% de taux de recyclage, 30% sur les plastiques. C'est bien. Alors, il y a des questions derrière de filières de recyclage, etc. Mais il y a avant tout ce geste de tri. Si on prend pour les plastiques, l'exemple de la bouteille d'eau, de la bouteille plastique, elle est parfaitement recyclable. La bouteille d'eau, elle, en plus, en circuit, en boucle fermée, elle va redevenir une bouteille d'eau, etc. Et pourtant, on a un taux de recyclage de 70%. Où est-ce que passent ces 30% restants? On a le sujet, évidemment, alors ce qu'on appelle, nous, la continuité du geste de tri, c'est-à-dire qu'effectivement, on a en général les moyens de le faire chez soi. Il faut pouvoir le faire en toutes circonstances et partout. Donc ça, c'est très important. Et puis, comment aussi, ceux qui, aujourd'hui, ne font pas ce geste tout le temps et partout, comment est-ce qu'on le convertit et comment est-ce qu'on l'éduque? Alors, il y a l'éducation. Ça, c'est un point extrêmement sur lequel Citeo, on a des programmes d'accompagnement à l'éco-citoyenneté auprès des écoles, etc. Et puis, il y a aussi la pédagogie et l'explication. Je pense qu'aujourd'hui aussi, le citoyen, il a besoin de comprendre. Donc, il a besoin de comprendre à quoi ça sert. Et d'où, là aussi, ce besoin d'expliquer ce que ça devient, pourquoi on fait ça. Et puis, de l'interroger aussi et de s'interroger soi-même sur nos modes de consommation au quotidien, pour pouvoir effectivement mieux consommer et derrière pouvoir mieux trier. Alors, même question à Amandine Chaffois. Est-ce qu'un jour, les acheteurs d'automobiles accepteront d'avoir un pare-choc moins beau, peut-être un peu griffé, pas tout à fait aussi beau qu'avant, parce qu'il est recyclé et parce que c'est plus vertueux? Alors, je pense qu'il faudrait adresser la question à tout le monde. En tout cas, l'offre se développe. Donc je pense que si l'offre se développe, ça veut dire qu'il y a une appétence du marché. Je pense en effet qu'on va arriver à certains véhicules, non, clairement, l'acheteur du Porsche Cayenne, je pense qu'il n'aura pas envie, en tout cas on ne le voit pas aujourd'hui, d'avoir un pare-choc qui soit clairement orienté recyclé et puis qui soit plus fragile à la rayure. Par contre, on a vu se développer des voitures comme la petite Ami. Alors, on n'est pas là pour juger de si elle est jolie ou pas, mais en tout cas, des voitures qui sont des objets de mobilité, tout plastique, pas peint. Sur ce genre de produit-là, on peut envisager, ou on peut imaginer y voir des matières qui affichent leur côté recyclé.
un des problèmes du recyclé, c'est les impuretés, les pollutions, qui, nous, en termes d'accroche-peinture, par exemple, sont une catastrophe pour avoir un point de vue technique. Si demain, on fait des recyclés qui s'affichent en tant que recyclés avec des marbrures et ce genre de choses, pour tout ça sera une filière, un débouché plus fort, et ça permettra de faciliter les choses. Aujourd'hui, on en fait à l'état de test, on fait des démonstrateurs, on monte ça sur des véhicules, on est dans la phase de conviction. On n'a pas une massification de la demande, mais on voit ce changement. Donc il y aura certainement deux types de mobilité et une qui sera plus porteuse de matières recyclées. Après, sur des pièces plastiques, il y a aussi tout ce qui est caché. Et là, il faut aussi qu'on travaille pour augmenter le taux. Il y a l'enveloppe, mais il y a aussi toutes les pièces cachées, il y a aussi toutes les pièces à l'intérieur. Là, je parle pour la filière, mais Forestia, qui est notre confrère qui travaille sur des plastiques en intérieur, notamment en siège, travaille aussi beaucoup sur ces sujets. Donc, toute la filière se structure pour qu'on y arrive. Et si les consommateurs sont prêts à changer le design de leur voiture et peut-être un petit peu les exigences de leur voiture, toute la filière se mettra en place et les constructeurs vendront ce que le marché demande. Donc oui, il y a je crois qu'on est dans une phase de changement profond. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience chez les constructeurs notamment, des Stellantis, des Renault et tous les constructeurs allemands et même les constructeurs américains aujourd'hui affichent des feuilles de route sur des green materials par type de produits qui sont très ambitieuses. Okay. Donc oui, ça change. Guillaume Cornu, on va vous laisser la conclusion en tant que grand gestionnaire au niveau de la région. Dans votre plan de régional, quelle est la part laissée justement à la conviction des citoyens, aux efforts de pédagogie, à l'information même, tout simplement ? Alors effectivement, la communication, on a parlé de sensibilisation, elle est primordiale et on sait que on peut expliquer 100 fois un message. Si on s'arrête là, la valeur du message tend à se perdre dans le temps. Donc dans le plan régional, on a des actions sur la communication, mais encore une fois, je tiens bien à le préciser, à le dire et à saluer surtout les actions de communication de chaque communauté de communes et des syndicats de traitement de déchets, etc., qui travaillent là-dessus. Vous avez par exemple une exposition dans la salle restauration que Presse Métropole affiche, qui est organisée par un syndicat qui regroupe toutes les collectivités Finistère, qui montre une exposition photo qui montre faire prendre conscience des volumes de déchets que chaque citoyen produit. Et ça, c'est, je vous ai donné tout à l'heure des chiffres, c'est pas très pédagogique les chiffres. Quand je vous dis 2 millions de tonnes, tout le monde sait que c'est beaucoup, mais on visualise pas. Là, ces photos-là permettent de le faire et on sait que la communication, pas technicienne comme je viens de le faire, mais justement avec des sciences humaines est primordiale. Et après, on a, je pense que c'est nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant. On a un point de vue pour inciter notre citoyen à trier ses déchets et à réduire ses volumes. On a un principe qui s'appelle la redevance incitative, qui est efficace, qui n'est pas la panacée, qui est surtout long et lourd à mettre en place et qui nécessite de gros investissements de la part de la collectivité. Donc si tant est que son choix politique s'oriente vers ce mode-là de collecte, c'est-à-dire qu'on facture aux citoyens en fonction de la quantité d'ordures ménagères qui produit. Donc forcément, il est incité à trier. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut généraliser ça tout de suite dès maintenant, parce que c'est très lourd à mettre en œuvre, encore une fois. Ça demande des investissements lourds et je vous ai parlé déjà de la coût de gestion de déchets. Si on rajoute ça, on sait qu'à long terme, ça porte ses fruits, mais voilà, aujourd'hui, les finances des collectivités, c'est pas simple à gérer. Et puis, je voulais rebondir un petit peu aussi sur les automates de tri, qui sont des outils intéressants, forcément. On l'a vu, notre poubelle jaune aujourd'hui, malheureusement, ne collecte pas encore tous les déchets recyclables. Et les automates de tri peuvent être, je pense, des choses intéressantes. Si tant est qu'on les voit parfois fleurir, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais on les voit parfois fleurir sur les parkings des supermarchés. Donc on récupère effectivement sa petite plastique, sa canette d'alu, et contre une petite rémunération, un bon d'achat au supermarché. Donc encore une fois, non pas qu'en tant que collectivité on s'y oppose, mais ça veut dire que ces outils-là gèrent un flux qui aujourd'hui a encore une petite valeur financière à peu près correcte dans la poubelle jaune, et on va laisser dans notre poubelle à la charge des collectivités ce qui a encore beaucoup moins de valeur financière, alors que, vous allez me dire, bah, c'est pas grave, vous avez un volume en moins à gérer, sauf que les coûts de collecte ne vont pas diminuer, les moyens à mettre en place. Donc moi j'ai tendance à penser que ces outils sont intéressants, mais il faut qu'ils soient mis en place en collaboration avec les collectivités, sinon ils viendront en concurrence et on s'annihilera les effets bénéfiques qu'on peut en attendre.
Et donc c'est là où on en a parlé un peu au début. On progressera si la chaîne de A à Z, de la conception, de la consommation, là c'est le citoyen à sa part. Et puis nous, collectivités, en termes d'organisation de la collecte et en partenariat avec les entreprises, on puisse travailler ensemble. Sinon, j'ai peur que le fameux gâteau dont on parlait au début reste encore indigeste et onéreux surtout. Et donc il faut qu'on arrive. C'est simplement mettre en place l'économie circulaire, et je dis simplement entre guillemets. C'est un nouveau mode de société et de production et de consommation, donc forcément l'échelle est lourde. Absolument. Mesdames, messieurs, merci d'avoir accepté de faire ce tour d'horizon. Bon, on aurait pu rester là encore tout l'après-midi, tellement les problématiques sont complexes. Mais merci de nous avoir un peu éclairés et surtout d'avoir répondu avec beaucoup de franchise et de transparence à un certain nombre de nos questions. Et puis bonne fin de journée. Merci.